La Compagnie des Glaces, tome 2, chapitre 17. Le lendemain, il se leva un peu étourdi, comme s'il avait trop bu la veille, mais ce n'était pas le cas. Lorsqu'il fut prêt au départ, il alla prendre congé du supérieur pour le remercier. Demanda à rentrer le faire Pierre, mais il lui fut répondu que le missionnaire avait quitté le monastère. Au début, pour tromper l'éventuel observateur ou suiveur, il prit la direction de l'est et n'obliqua vers le nord que dans l'après-midi. Son voyage infernal devait durer plus d'une semaine, mais il finit par trouver les anciens laboratoires de Hunfung, le sanctuaire des hommes roux. Durant 2 jours, il avança sans ennui et à une allure excellente. Puis vint la tempête de grêle. Il n'eut que le temps de se construire un abri sous la glace, découpant celle-ci à la bêche et ne pouvant se permettre de voir grand. Ce ne fut qu'un trou où il attendit toute une journée dans la position du fœtus de pouvoir ressortir sans danger. Il y avait des grêlons de plusieurs kilos qui se fracassaient sur le sol et explosaient avec un bruit d'obus. Lorsqu'il put sortir, il découvrit 3 chiens morts, 2 autres blessés et le chargement du traîneau saccagé. Il tua les chiens qui souffraient, fit geler la viande et continua en tirant lui aussi le traîneau. Mais les chiens survivants, imbus de leur rôle, détestaient cet homme qui ne permettait de remplacer et commencèrent à le haïr férocement. Ils voulurent le mordre et il dut courir en avant pour les fuir. Le soir, à l'étape, il dut en tuer un qui lui sautait à la gorge. Le lendemain, il eut abandonné des provisions. Il construisit un igloo pour les mettre à l'abri, le ferma et nota ses coordonnées. Au retour, il trouverait là de la nourriture pour les chiens et pour lui-même. Le voyage horrible se poursuivit. Un soir, il aperçut des traces suspectes, des coups de griffes, et peu après, ils découvrirent l'horreur totale, des chiens-garous. Certains avaient le corps humain et les pattes avant et la tête d'un chien, ou alors les autres n'avaient que la tête d'humain. Ils attaquèrent dans une pagaille stupide, avec des aboiements furieux, des cris gutturaux. Il en tua 2 avec son harpon, mais ils réussirent à lui voler 2 autres chiens, et les emportèrent pour les dévorer. Il ne lui en restait plus que 4. Il campa sur place, passa la nuit à étudier comment il pourrait poursuivre son voyage. Il n'était plus qu'à 2, peut-être 3 jours maximum du sanctuaire. Il pouvait construire un autre igloo-silo et retrouverait en revenant. Les 4 chiens ne tiraient plus que le minimum. Les chiens se nourrirent des cadavres de 2 garous, mais il ne voulut pas voir ce spectacle, et le lendemain fit faire un détour à son attelage à cause de ces squelettes étranges auxquels adhéraient les stalactites de chair. Il vit d'autres traces, mais celles-là n'étaient pas terrorisantes, des traces de traîneaux, de plusieurs traîneaux énormes. L'écartement des patins atteignait 2,50 m, et c'était à peu près celui des rails de la compagnie. De toutes les compagnies d'ailleurs. Pour tirer ces traîneaux grands comme des wagons, il aurait fallu 50 ou 100 chiens, et ces chiens auraient dû laisser des traces de griffes. Ils s'arc-boutaient dans la glace dans les endroits difficiles. La fièvre le prit, il souffrait de malnutrition, devait avoir un début de congestion pulmonaire. Il continuait et titubait, se méfiant des chiens dont la haine croissait. Il n'était plus qu'à quelques heures des anciens laboratoires d'Hunfung. Il grimpait une faible pente et ensuite il découvrirait une sorte de vallée à peu près ronde. Dans les derniers mètres, il continua à 4 pattes, tandis que les chiens s'arrêtaient dans les bas pour souffler. Et il vit. Une fumée noire et épaisse, une véritable colonne diabolique montait vers le ciel désormais mort de la planète. Il y avait aussi des flammes énormes, et à distance, il pouvait les voir, les fameux traîneaux. 4 exactement, dont un traîneau citerne. Des engins sans chien. L'un d'eux manœuvrait, et il vit que c'était un réacteur, comme sur les anciens avions qui le propulsaient. Il pouvait atteindre des vitesses terrifiantes. Il avait dû venir là en quelques heures. Il se souvenait du repas offert par le supérieur du monastère, de son étourdissement le lendemain. On l'avait drogué. On avait recopié sa carte. Frère Pierre, bien sûr. Lui seul avait pu avoir l'idée horrible de détruire ce sanctuaire au nom de son Dieu. Chargé d'évangéliser les hommes roux, il avait choisi la méthode forte pour se détourner de leur Dieu païen. Il descendit en hurlant comme un fou, trouvant les dernières forces pour se ruer vers Frère Pierre et les moines qui l'accompagnaient. Ils avaient amené du carburant pour mettre le feu aux anciens laboratoires. Il avait déjà tout brisé, tout brûlé, tout saccagé. Il les maudissait, mais il ne put les atteindre, et dans un dernier cri de rage impuissante, il s'écroula. Les religieux le ramenèrent à leur monastère et le soignèrent d'une double pneumonie. Il resta plusieurs semaines couché, et lorsqu'il fut en meilleur état, le supérieur lui remit une lettre de Frère Pierre. Considérant que vous m'avez apporté une aide précieuse pour retrouver cet endroit dangereux que constituaient les anciens laboratoires de ce Hunfung, je suis intervenu auprès de la compagnie pour que vous ne soyez réintégré comme glaciologue de première classe avec un rappel de votre salaire et une prime pour vos efforts.
Ce laboratoire contenait des virus et des bactéries qui auraient pu annihiler toute vie humaine sur Terre. En le détruisant, grâce à votre collaboration, nous avons fait œuvre de purification. Frère Pierre. Lien replia lentement la lettre. Œuvre de purification, murmura-t-il, l'odieux menteur. Une jeune femme vous attend à la station la plus proche, une certaine Nieuse. Les femmes n'étant pas admises dans ce monastère, vous pourrez la rejoindre dans 2 ou 3 jours. Je pense, lui dit le frère supérieur.